Nous sommes le 5 septembre 1998. Brianne Walgram, une jeune Canadienne de 19 ans, va disparaître sans laisser de traces. Elle prendra sa voiture pour aller chercher une amie, mais n'arrivera jamais à destination. Sa voiture sera retrouvée, mais Brianne ne sera pas à l'intérieur. 21 ans plus tard, nous ne savons toujours pas ce qu'il s'est passé. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve avec une histoire qu'une abonnée m'a conseillée. Donc c'est l'histoire de Brianne Walgram, une histoire canadienne. J'ai été très intriguée par cette histoire. Elle est très mystérieuse. Je trouve que dans cette enquête, il y a énormément de choses qui n'ont pas été exploitées, énormément de choses qu'on n'a pas pu voir au moment des faits. Donc voilà, je trouve ça important d'en parler, surtout que c'est une histoire qui n'a donc pas de fin en ce moment, parce que tout simplement l'enquête fait du surplace. C'est vrai que cette histoire est quand même un petit peu connue dans le monde du true crime, tellement elle est mystérieuse. Peut-être certains d'entre vous ne la connaissent pas, et si vous la connaissez, j'espère que je pourrai vous apporter des nouveaux éléments, des choses que vous ne connaissiez peut-être pas. Juste avant de commencer la vidéo, je vous rappelle de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Parfois on croit qu'on est abonné mais on ne l'est pas. Du coup, vérifiez quand même pour être sûr, on ne sait jamais. Et puis maintenant, lançons-nous dans la vidéo. Je vais commencer par vous parler de la personnalité de Brianne Rolls Walgram. Brianne est une jeune fille canadienne vivant en Colombie-Britannique dans la ville de Revelstoke. C'est une ville très pittoresque entourée de montagnes à perte de vue. Elle est née le 25 mars 1979 et au moment des faits, donc en 1998, elle est âgée de 19 ans. Elle vit avec ses parents, Cheryl et Cliff. Elle a aussi deux frères qui s'appellent Troy et Todd, mais ils ne vivent plus chez leurs parents, ils sont plus âgés et maintenant ils ont leur propre appartement. Elle a été décrite comme étant une jeune fille avec une voix très douce et même attirante, j'ai pu lire ça. Et pas mal de gens la considéraient comme une jeune femme timide, mais c'était pas tout à fait le cas. Elle pouvait paraître timide en apparence, mais ses proches disaient qu'elle était en fait très extravertie, amusante et même hilarante. Alors Brianne, elle travaillait en tant que serveuse dans un McDonald's, mais aussi dans une station-service. Ces deux emplois étaient situés sur la route transcanadienne de Revelstoke, en Colombie-Britannique, comme je l'ai dit. Une chose très importante à savoir pour cette histoire, c'est que Brianne souffrait de TAS. Alors qu'est-ce que le TAS? C'est un trouble affectif saisonnier. C'est-à-dire que par rapport à la saison, quand il fait un peu plus noir, un peu plus froid par exemple, eh bien elle va comme rentrer dans une phase de dépression. Donc voilà, c'est vraiment un état qui varie en fonction des saisons, c'est dans le nom du trouble. Bon, par contre, sa mère, qui s'appelle donc Cheryl, va quand même expliquer qu'au moment de la disparition de Brianne, elle n'avait aucun symptôme. Ça veut dire qu'à ce moment-là, sans doute, elle allait bien et son trouble ne se manifestait pas. Sinon, du haut de ses 19 ans, Brianne passait beaucoup de temps à travailler, mais aussi à traîner avec ses amis. Brianne, elle avait quand même pas mal d'amis. Elle avait les amis de l'école, ses amis qu'elle s'était fait à ses deux emplois, et elle était aussi amie avec les amis de ses deux grands frères. Donc voilà, c'était quand même une fille qui était bien entourée. Donc Brianne avait quand même une vie assez active, elle s'ennuyait pas beaucoup, et puis aussi elle faisait énormément de sport à l'école, et puis comme activité parascolaire. Brianne consommait occasionnellement de l'alcool quand elle allait à des fêtes avec ses amis, mais j'ai envie de dire comme toute jeune fille de son âge, mais elle ne fumait pas par contre et elle ne prenait aucune drogue. Aussi pour vous décrire un petit peu l'état d'esprit de Brianne, elle avait un rêve, c'était elle avait déjà imaginé sa vie, pour elle c'était déjà une vie toute tracée. Elle voulait aller à l'université et puis trouver un amoureux, se marier et puis avoir des enfants. Donc voilà, c'est une vie assez normale, j'ai envie de dire, mais c'est vraiment ce qu'elle avait envie. Elle voulait avoir une famille, donc voilà, c'était un petit peu son rêve et elle se battait tous les jours pour, oui, avoir des bons points à l'école, pour pouvoir aller à l'université, etc. Aussi, il faut savoir qu'à l'époque, Brianne n'avait pas de petits copains. Elle n'en avait jamais eu d'officiel, en tout cas, ce qui n'empêchait pas de flirter avec des garçons, mais jamais rien de très sérieux. Une autre chose à savoir, c'est que peu de temps avant sa disparition, Brianne avait acheté une nouvelle voiture, une Acura Integra noire avec des jantes dorées. Elle en était vraiment super fière, surtout que la voiture était en parfait état et Brianne en avait vraiment
profité pendant l'été, pendant les vacances de l'année 1998. Pendant cet été-là, elle s'est rendue à la plage, puis elle faisait des longs trajets avec ses amis, donc vraiment elle était contente d'avoir cette voiture. Mais l'été va toucher à sa fin et le mois de septembre va arriver. Le vendredi 4 septembre, Brian va travailler assez tard au McDonald's et puis elle va aller chez des amis où elle va rester un petit peu et on sait qu'elle repartira après 1h du matin. D'ailleurs, ses amis ce soir-là diront que Brian avait l'air totalement normale, elle était heureuse, tout allait bien dans sa vie, en tout cas à ce moment-là. Je disais qu'elle était rentrée tard et c'est vrai que le lendemain, elle travaillait à 10h à la station-service, donc voilà, si elle était rentrée tard, ça peut expliquer qu'elle était un petit peu fatiguée le lendemain. D'ailleurs, c'est ce que ses collègues diront plus tard, ce jour-là, ils trouvaient Brian très fatiguée et ils diront même qu'elle n'était pas vraiment elle-même. Ils diront même qu'elle était beaucoup plus calme que d'habitude parce que voilà, en temps normal, Brian, elle bougeait beaucoup, enfin voilà, elle était drôle, elle faisait des blagues, mais là, elle était très calme, elle n'était pas juste fatiguée en fait. Et ce qui va vraiment être étrange selon moi et selon ses collègues, c'est que pendant la pause midi ou un petit peu après, j'ai pas bien compris les sources différentielles, mais bon, en tout cas dans l'après-midi, Brian s'est mise à pleurer, comme ça, au travail, elle s'est mise à pleurer sans aucune explication et elle a rien dit à personne, elle a arrêté de pleurer, puis elle a continué son travail comme si de rien n'était. Ensuite, la journée va se terminer et Brian rentrera de son travail à 19h et elle ira directement chez ses parents. Ce soir-là, sa famille avait prévu un barbecue, mais Brian était tellement fatiguée qu'elle a préféré ne pas y aller et plutôt faire une sieste. Un peu plus tard dans la soirée, vers 21h, Brian va appeler sa meilleure amie qui s'appelle Christy Kane. Pour vous parler un petit peu de Christy, Christy c'est la meilleure amie de Brian depuis l'enfance et elles sont tout simplement inséparables. Bon, sinon, elle va appeler Christy pour lui dire qu'elle va aller la chercher vers 23h15 quand Christy aura fini son travail. En fait, Christy travaille aussi dans une station essence, pas la même que Brian, mais une autre station essence. Et en fait, quand Christy va avoir fini son travail, Brian va venir la chercher en voiture pour qu'elles aillent toutes les deux à une fête. En fait, ce jour-là, c'était la fête du travail et donc une fête était organisée là où elles habitaient, elles avaient prévu d'y aller ensemble. Donc, ce qui était prévu, c'est que Brian prenne la voiture un peu plus tôt, qu'elle aille chercher des refroidisseurs de vin, à ce que j'ai compris, et par la suite, donc elle reprenne la voiture après avoir été chercher ce qu'il fallait qu'elle prenne, et qu'elle aille chercher Christy à la station-service. Une chose très importante à savoir, c'est que juste après le coup de téléphone à sa meilleure amie, Brian va quand même appeler ses parents pour leur dire qu'elle sera pas là quand ils rentreront, qu'elle va à une soirée. Donc, tout était clair, elle a prévenu ses parents, voilà, tout va bien. Le temps va passer et vers 23h15, Christy termine son travail, elle arrive devant la station essence, mais ne voit pas Brian arriver. Donc là, au début, elle n'a pas trop envie d'attendre et donc elle se dit bon, je vais téléphoner chez elle, qu'est-ce qu'elle fait? Peut-être qu'elle est en retard, qu'elle n'a pas vu l'heure, donc elle téléphone. Mais personne ne répond. Mais malheureusement, Christy ne sera jamais rejointe par Brian. Elle va finir par appeler les parents de Brian pour lui dire que voilà, leur fille ne vient pas, qu'elle est nulle part et qu'elle s'inquiète qu'il soit arrivé quelque chose à Brian. Et c'est là que la famille de Brian va téléphoner à la police. Et dès les premières recherches, 4 témoins vont aller parler à la police. Et là, c'est là que vraiment le mystère va arriver. En fait, ces 4 témoins, c'est des personnes qui connaissaient Brian et qui l'ont reconnu. Elle était en fait sur un parking et elle parlait à 3 jeunes filles. Donc à ce moment-là, Brian se trouvait au 7-Eleven sur la rue Victoria. Cette rue, c'est une grande avenue en fait assez calme pendant la nuit. Et le 7-Eleven, c'est un magasin où Brian avait sûrement été chercher ses refroidisseurs de vin. Donc les 4 témoins qui connaissaient Brian diront avoir vu leur ami en train de parler à 3 jeunes filles qui étaient totalement non identifiées. Et à ce moment-là, il était entre 23h et 23h30. Je vais vous mettre d'ailleurs le portrait robot des 3 jeunes filles qui restent donc non identifiées. Mais bon, on va pas se mentir, les portraits sont extrêmement mal faits et je doute réellement que quelqu'un puisse se reconnaître dessus. Très vite, il va y avoir un nouveau témoin qui expliquera avoir suivi la voiture de Brian ce 5 septembre au soir, donc il l'a pas suivi en faisant exprès, juste il était derrière, et il expliquera que dans la voiture, il y avait effectivement une femme qui conduisait, mais par contre, il y avait 3 autres passagers. Donc là, on peut se dire que les 3 autres passagers étaient sans doute ces 3 jeunes filles à qui Brian parlait. Aussi, on saura à ce moment-là que quand Brian a été vu pour la dernière fois, elle portait un jeans bleu, un t-shirt blanc et des sandales noires.
C'est seulement 5 jours plus tard que la voiture de Brian sera retrouvée. C'était donc sa toute nouvelle voiture, donc l'Acura Integra noire avec ses jantes dorées. Donc sa voiture a été retrouvée dans un ravin près de Alcohol Collects Falls, donc c'est à 30 km à peu près de sa ville. En fait, on va se rendre compte que la voiture avait heurté un arbre dans un virage à angle droit, mais qu'elle avait subi des dommages mineurs. En fouillant la voiture de Brian, on va y retrouver son portefeuille, son permis de conduire et 200 $. Par contre, Brian, elle, n'était absolument pas là. On retrouvera aussi un paquet de cigarettes entre le siège passager et le siège conducteur. Et encore une fois, c'est étrange parce que, comme je vous l'ai dit, Brian ne fumait pas. Le tableau de bord et l'extérieur de la voiture sont très poussiéreux. On va aussi voir que la porte du côté passager est entrouverte et que la fenêtre est complètement ouverte, ce qui prouve qu'il y avait effectivement un passager. Les clés sont encore dans le contact, par contre le moteur a été éteint et, chose très importante, aucune trace de sang n'a été retrouvée dans la voiture. L'enquête va devenir encore plus mystérieuse quand un nouveau témoin va arriver. C'était un homme qui était parti le 6 septembre au matin chasser, c'était un chasseur, et il explique avoir vu Brian. C'est donc le 6 septembre, donc le lendemain de sa disparition, et il pense avoir reconnu Brian car elle correspondait totalement aux caractéristiques données par les enquêteurs. Selon lui, Brian était en train de marcher sur Echo Lake Road, donc une route pas très loin de là où a été retrouvée sa voiture, et l'homme se serait approché de la jeune fille et lui aurait dit bonjour, mais elle n'aurait pas répondu. Par la suite, des centaines de personnes ont fouillé les bois, des bateaux ont même balayé les rives. Des avions et des hélicoptères ont même survolé toute la zone, mais ça n'a servi à rien, nous n'avons rien retrouvé. Une récompense a même été mise en place pour toute personne qui aurait des informations permettant de retrouver Brian. La récompense serait de 200 000 $. Et pourtant, personne n'a parlé, personne n'a rien dit et personne n'aurait rien vu. Sa maman s'exprimera même aux journalistes en disant « C'est presque comme si un extraterrestre était descendu et l'avait emmené ». Le week-end de la disparition de Brian, il y avait en ville un tournoi de softball. Ça fait qu'il y avait énormément de personnes étrangères en ville qui venaient pour le tournoi. Ça veut dire aussi que peut-être que les 3 filles qui ont été vues en train de discuter avec Brian le jour de sa disparition faisaient peut-être partie du tournoi. Ce qui explique donc qu'on ne les retrouverait pas parce qu'elles seraient extérieures à la ville et donc elles n'auraient pas vu que la personne avec qui elles ont discuté le 5 septembre au soir serait disparu par la suite. Bon, une autre hypothèse de la police, et c'est vrai que c'est toujours une hypothèse qu'on essaye de visiter parce que c'est possible, ce serait que Brian se serait suicidé ou qu'elle aurait fui sa vie, qu'elle aurait fugué, qu'elle serait partie pour reconstruire sa vie ailleurs. Alors, comme je le disais en début de vidéo, Brian souffrait de troubles affectifs saisonniers. Par contre, sa maman soutiendra qu'elle avait vraiment aucun symptôme de son trouble au moment des faits et que de toute manière sa fille n'aurait pas pu se suicider ou ne se serait pas enfouie sans informer quelqu'un de son emplacement. En plus, Brian était quand même assez indépendante, elle était majeure, elle avait un compte bancaire, elle avait une voiture, elle pouvait faire ce qu'elle voulait, donc il n'y a pas vraiment de raison de fugue. La police fouillera quand même le domicile des parents, mais on se rendra bien compte qu'elle n'a rien emporté avec elle, sa brosse à dents est toujours là, ses affaires personnelles sont toujours là. Elle est vraiment partie comme ça, comme si elle allait justement à une soirée. Elle n'a rien pris d'important pour elle. En plus de ça, le compte bancaire de Brian va rester intact. Elle travaillait énormément pour pouvoir se payer ses études à l'université. Si elle avait voulu changer de vie, elle aurait au moins pris ses économies. Or, là, il n'y a rien qui a bougé, son compte est resté le même. C'est vraiment une enquête super étrange, surtout que là on est quand même 23 ans plus tard et rien n'a bougé, pas d'indice, on n'a pas retrouvé une sandale, un sac, un t-shirt, on n'a rien retrouvé, pas de corps, personne n'a parlé, personne n'a rien vu. Ça fait quand même 23 ans et on n'a strictement aucun indice, je trouve ça super mystérieux. Dans un article de journal qui datait de 2010, j'ai pu voir que tous les 15 mars, donc jour d'anniversaire de Brian, sa maman allume une bougie en son honneur. Elle s'est même exprimée dans cet article et elle disait « Je l'ai mis sur la fenêtre du porche face à la direction où elle a disparu et je l'ai laissé brûler toute la nuit pour qu'elle la guide sur le chemin du retour. » Alors ensuite je me suis baladée sur internet et j'ai pu lire quelques théories qui me paraissaient assez intéressantes. Une personne expliquait d'ailleurs que selon lui, les 3 jeunes filles vues en train de parler à Brian auraient peut-être quelque chose à se reprocher. C'est vrai que ça me paraît assez bizarre que ces 3 filles n'aient pas vu l'avis de disparition de Brian, qu'elles ne se soient pas reconnues sur le portrait. C'est vrai que c'est bizarre que ces 3 filles n'aient pas été témoignées
Parce que c'est sûr qu'elles en ont entendu parler, ou alors elles n'ont pas vu le lien, c'est aussi une possibilité. Une chose que je trouve assez étrange, c'est pourquoi les policiers n'ont pas tenté de les retrouver. Ça aurait pu être assez facile, parce que si elles faisaient vraiment partie du tournoi de softball, comme disaient les enquêteurs, pourquoi ils n'ont pas fouillé les hôtels ou regardé les caméras de surveillance au cas où on les reconnaîtrait? Ça me paraît étrange, ils auraient pu juste même mettre une affiche dans les hôtels ou faire quelque chose, parce que si elles n'étaient pas de la ville, c'est sûr qu'elles logeaient quelque part. Bref, je trouve ça assez triste que les policiers n'aient pas fait ce travail, parce que ça aurait peut-être mené à quelque chose. Donc maintenant, on ne saura jamais si ces 3 filles faisaient vraiment partie du tournoi de softball ou pas. Si on s'imagine que les 3 passagers entrevus dans la voiture de Brian étaient effectivement ces 3 filles, on peut se demander pourquoi Brian aurait laissé tomber sa meilleure amie depuis toujours, qui l'attend à la sortie du boulot, pour prendre 3 inconnus en voiture et s'éloigner de sa direction et partir quelque part à 30 km de sa ville. Ça me paraît assez étrange parce que moi, si ma meilleure amie m'attend, je vais pas lui faire un plan juste parce que 3 inconnus me demandent de les amener quelque part. Enfin, ça me paraît assez bizarre, ou alors elle aurait pensé que ça irait plus vite. Mais bon, c'est quand même étrange et je comprends pas qu'est-ce qui aurait pu la motiver à faire ça. Et d'un côté, je me dis, si ces 3 filles étaient coupables, c'est compliqué d'imaginer leur mobile. Pourquoi 3 filles qui ne connaissent pas Brian du tout lui voudraient du mal? J'arrive pas non plus à imaginer pourquoi ces 3 filles feraient ça. Ça me paraît vraiment étrange. Donc voilà, si vous avez des théories, n'hésitez pas à les mettre en commentaire parce que vraiment je me pose énormément de questions sur ce cas. En plus, on peut même pas dire que peut-être c'était un vol vu que le portefeuille de Brian a été retrouvé et en plus 200$ ont été retrouvés dans la boîte à gants. Donc si c'était un vol, c'est sûr qu'elles auraient pris l'argent. Bon, par contre, faut quand même pas oublier une information très importante, c'est que Brian avait quand même pleuré le jour même en après-midi au travail. C'est vrai que c'est intéressant de comprendre la journée des personnes avant qu'elles disparaissent. Et Brian, c'est vrai que la journée avant qu'elle disparaisse a été assez étrange. Brian n'avait pas un comportement normal, enfin en tout cas c'était pas son comportement de tous les jours, et le fait qu'elle pleure comme ça sans rien dire à personne, c'est vrai que ça pouvait lui arriver quand elle avait son trouble affectif saisonnier, mais là, c'était pas le cas. Du coup on peut se demander vraiment qu'est-ce qui l'a fait pleurer. Donc ça, c'est aussi peut-être une piste. Autre chose aussi, c'est... Brian a téléphoné à sa meilleure amie à 21h. On peut se dire qu'entre 19h et 21h, elle a effectivement fait une sieste. Mais après, entre 21h et 23h, qu'est-ce qu'elle a fait? On ne sait même pas si elle est sortie de chez elle, si elle est restée chez elle. Ça, on ne le sait pas du tout. Aussi, je trouve ça vraiment très dommage qu'aucune trace ADN n'a été prélevée. J'ai lu que les enquêteurs avaient pourtant essayé de collecter de l'ADN, vu que s'il y avait effectivement ces 3 filles dans la voiture, ou même le paquet de cigarettes, ils auraient pu trouver de l'ADN dessus. Mais en tout cas, pour ce qui est des sièges, j'ai vu que la matière des sièges faisait qu'ils ne pouvaient pas prendre l'ADN qui était dessus, genre c'était trop compliqué. Par contre, pour ce qui est du paquet de cigarettes ou d'autres choses comme ça, ils auraient pu, et je comprends pas trop pourquoi ça n'a pas été fait. C'est vrai aussi que, comme je l'ai dit, il y avait énormément de poussière dans la voiture, donc ça aussi, peut-être, ça fait qu'ils auraient pas pu prendre les empreintes digitales sur le tableau de bord ou sur les fenêtres, etc. Aussi, à l'extérieur de la voiture, il y avait des traces de pas qui appartenaient à un homme. C'était des chaussures d'homme, une taille de pied d'homme, bref, c'était une trace de pas de pied d'homme. Et cette trace a été quand même assez effacée en 5 jours. Ça fait que là non plus, les policiers n'ont pas pu garder cette trace. Ils n'ont pas pu en faire un moulage. Et donc, voilà, ça aurait pu aussi être un indice de taille. Mais voilà, les conditions ont fait qu'on n'a pas pu garder cette trace de pas. On n'a pas pu garder l'ADN présent dans la voiture. Et ça, je trouve que c'est vraiment triste parce que peut-être on aurait su résoudre cette enquête grâce à ça. Aujourd'hui, la récompense contre toute information qui permettrait de retrouver Brian est toujours d'actualité. D'ailleurs, la famille et les associations se battent pour que cette histoire soit toujours d'actualité, qu'elle ne soit pas oubliée, que les gens se rappellent que Brian n'a pas été retrouvé. Il y a même une statue commémorative qui a été construite. Elle représente l'ange de l'espoir et elle se situe dans le parc local de sa ville. Malheureusement, et ça c'est vraiment triste, la statue est entourée d'une cage en métal parce qu'elle a été vandalisée à 3 reprises.
Sinon, si vous avez des informations, vous pouvez toujours contacter la GRC ou la Société des enfants disparus du Canada. Voilà, c'est comme ça que se termine cette histoire, cette affaire qui est vraiment très triste, vraiment très étrange. Ça doit juste être affreux pour les parents de perdre sa fille, de pas savoir où elle est, de pas savoir ce qui s'est passé, de pas connaître ses derniers instants. Je pense que ça doit être une souffrance atroce. Et voilà, moi ça me touche vraiment énormément. Sinon, j'espère que l'histoire vous aura tout de même intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça me fait toujours plaisir. Si vous avez envie, vous pouvez vous abonner à mon Instagram. C'est toujours chouette de pouvoir discuter après chaque vidéo, de débriefer ensemble sur Instagram, j'aime beaucoup ça. Et puis, nous on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!